Bon, comme François a dit que le thème, cette année, goéland, c'était partir, je pars. Alors on y va. Vendredi récoltait les feuilles de myrte pour en faire de l'eau d'ange, lorsqu'il aperçut un point blanc à l'horizon, du côté du Loven. Aussitôt, il sauta de branche en branche jusqu'au sol et courut d'une traite prévenir Robinson, qui achevait de se raser la barbe. Si la nouvelle l'émut, Robinson n'en laissa rien paraître. « Nous allons avoir de la visite, dit-il simplement. Raison de plus pour que j'achève ma toilette. » Comble de l'excitation, Vendredi monta au sommet du chaos. Il avait emporté la longue vue qu'il mit au point sur le navire, devenu nettement visible. Robinson ne connaissait pas ce type de bâtiment qui devait être récent, mais il identifia des compatriotes au pavillon de l'Union Jack hissé à la corne d'Artimon. Dès lors, il fit quelques pas sur la plage, comme il sied à un souverain venu accueillir des étrangers en visite sur son sol. Là-bas, une chaloupe chargée d'hommes se balançait au bout de ses bossoirs, puis touchait l'eau dans une gerbe irisée. Ensuite, les avirons frappèrent l'eau. Dans la chaloupe s'amoncelaient des tonnelets, destinés à renouveler les gouattes du navire. Et à l'arrière, on voyait, debout, chapeau incliné sur une barbe noire, un homme botté et armé. Le commandant, sans doute. Il allait être le premier de la communauté humaine qui envelopperait Robinson dans le filet de ses paroles et de ses gestes, et le ferait entrer à nouveau dans le grand système. Et tout l'univers, patiemment élaboré et tissé par le solitaire, allait connaître une redoutable épreuve au moment où sa main toucherait celle du plénipotentiaire de l'humanité. Il y eut un raclement, et l'étrave de l'embarcation se souleva avant de s'immobiliser. Les hommes sautèrent dans le déferlement des vagues et entreprirent de déhaler la chaloupe hors de portée de la marée montante. La barbe noire tendit la main à Robinson. William Hunter, de Blackpool, commandant de la goélette le Whitebird. Le dialogue avec Hunter s'engagea. Robinson avait entrepris de lui faire connaître les ressources de Peranza en gibier et en aliments frais, propres à prévenir le scorbut, comme le cresson ou le pourpier. Déjà des hommes grimpaient le long des troncs à écailles pour faire tomber d'un coup de sabre les choux palmistes, et on entendait le rire de ceux qui poursuivaient les chèvres à la course. Robinson pensait, non sans orgueil, aux souffrances qu'il aurait endurées, à l'époque où il entretenait l'île comme une cité-jardin, de l'avoir livrée ainsi à cette bande fruste et avide. Car si le spectacle de ces brutes déchaînées accaparait toute son attention, ce n'étaient ni les arbres stupidement mutilés, ni les bêtes massacrées au hasard qui le retenaient. C'était le comportement de ces hommes, ces semblables, à la fois si familiers et si étranges. Une première fois, la chaloupe avait regagné le bord du Whitebird pour y déposer tout un chargement de fruits, de légumes et de gibier, au milieu desquels se débattaient des chevreaux entravés. Et les hommes attendaient les ordres du commandant avant d'effectuer un second voyage. « Vous me ferez l'honneur de partager ma table, dit-il à Robinson. Et sans attendre la réponse, il ordonna qu'on embarque l'eau douce et qu'on revienne ensuite pour le mener à bord avec son invité. Lorsque Robinson sauta sur le pont du Whitebird, il y fut accueilli par un vendredi radieux.
que la chaloupe avait amené lors de son précédent voyage. Il avait été adopté par l'équipage et connaissait apparemment le navire comme s'il y était né. Robinson avait eu l'occasion d'observer que les primitifs n'admirent que les objets de l'industrie humaine se trouvant, pour ainsi dire, à leur échelle. Dos, vêtements, à la rigueur, drogue. Mais au-delà de cette échelle, tout leur échappe. Et ils cessent d'admirer, considérant sans doute un palais ou un vaisseau comme des produits de la nature. Ni plus ni moins étonnant qu'une grotte ou un iceberg. Il en allait tout autrement de vendredi. Et Robinson mit d'abord sur le compte de sa propre influence la compréhension immédiate qu'il manifesta à bord. Puis, il le vit s'élancer dans les haubans, se hisser sur la hune et repartir de là, sur les marchepieds de la vergue, se balançant à 50 pieds au-dessus des flots, avec un grand rire heureux. Il songea alors aux attributs aériens dont vendredi s'était entouré successivement. La flèche, le cerf-volant, la harpe éolienne. Et il comprit qu'un grand voilier, svelte et audacieusement gréé comme celui-ci, était pour lui l'aboutissement triomphal et comme l'apothéose de cette conquête de l'éther. Il en conçut un peu de tristesse, d'autant plus qu'il sentait grandir en lui-même un mouvement d'opposition à cet univers dans lequel on l'entraînait, lui, semblait-il, contre sa volonté. Son malaise s'accrut lorsqu'il distingua, attachée au mât de misaine, une petite forme humaine, à demi nue et levée sur elle-même. C'était un enfant qui pouvait avoir 12 ans et d'une maigreur de chat écorché. On ne pouvait voir son visage, mais ses cheveux formaient une masse rouge, opulente, qui faisait paraître plus chétive encore ses minces épaules, ses omoplates, qui saillaient comme des ailes d'angelot. Son dos, le long duquel coulait une traînée de taches de rousseur, et que striaient des marques sanglantes. Robinson avait ralenti le pas en le voyant. « C'est Yann, notre mousse !» lui dit le commandant. Puis il se tourna vers le second. « Qu'a-t-il encore fait ?» Une trogne rougeaude, coiffée d'un bonnet de maître coq, émergea aussitôt de l'écoutille de la cambuse, comme un diable qui sort d'une boîte. « Je ne peux rien en tirer. Ce matin, il m'a gâté un pâté de poule en le salant 3 fois, par distraction. Il a eu ses 12 coups de garcette. Il en aura encore d'autres s'il ne s'amende pas. » Et la tête disparut, aussi soudainement qu'elle avait surgi. « Détache-le !» dit le commandant en second. « Vous en avez besoin, au carré. » L'aube était blême encore lorsque Robinson s'éveilla. Il avait accoutumé de dormir jusqu'aux dernières minutes qui précèdent le lever du soleil, afin de réduire autant que possible cette période atone, la plus déshéritée de la journée, parce que la plus éloignée du couchant. Mais les viandes inhabituelles, les vins et aussi une sourde angoisse lui avaient donné un sommeil fiévreux, haché par de brusques réveils et des brèves mais arides insomnies. Couché, enveloppé de ténèbres, il avait été la proie sans défense d'idées fixes et d'obsessions torturantes. Il avait eu hâte de se lever pour secouer cette meute imaginaire. Il fit quelques pas sur la plage. Comme il s'y attendait, le Whitebird avait disparu. L'eau était grise sous le ciel décoloré. Une rosée abondante alourdissait les plantes qui se courbaient éplorées sous cette lumière pâle, sans éclat et sans ombre, d'une lucidité navrée. Les oiseaux observaient un silence gâté.
Robinson sentit une caverne de désespoir se creuser en lui. Une citerne sonore et noire d'où montait, comme un esprit délétère, une nausée qui lui emplit la bouche d'une salive fielleuse. Sur la grève, une vague s'étirait mollement, jouait un peu avec un crabe mort et se retirait, déçu. Dans quelques minutes, le soleil se lèverait et regonflerait de vie et de joie toute chose, et Robinson lui-même. Il n'était que de tenir jusque-là et de résister à la tentation d'aller réveiller vendredi. Pensant à vendredi, il se rapprochait machinalement des deux poivriers entre lesquels le métis avait tendu le hamac où il passait ses nuits et une partie de ses journées. Il ne le réveillerait pas, mais il le regarderait dormir. Et cette présence paisible et innocente le réconforterait. Le hamac était vide. Et ce qui était plus surprenant, c'était la disparition des menus objets dont vendredi agrémentait ses siestes. Miroirs, sarbacane, flageolets, plumes. Une brusque angoisse frappa Robinson comme un coup de poing. Il s'élança vers la plage. L'aïeul et la pirogue étaient là, déhalés sur le sec. Si vendredi avait voulu rejoindre le bord du Whitebird, il aurait emprunté l'une des deux embarcations et l'aurait abandonné en mer ou hissé sur le navire. Robinson s'achemina à petits pas vers le chaos rocheux qui se levait à la place de la grotte. Il était sûr qu'il trouverait le moyen, en se glissant entre les blocs, de s'avancer assez avant pour se mettre à l'abri des animaux. Peut-être même au prix d'une patience insecte, retrouverait-il un accès jusqu'à l'alvéole. Là, il lui suffirait de se mettre en posture fétale et de fermer les yeux pour que la vie l'abandonne. Si total était son épuisement, si profonde sa tristesse. Il trouva un passage, en effet, un seul, à peine plus large qu'une chatière, mais il se sentait si amoindri, si tassé sous lui-même, qu'il ne doutait pas de pouvoir s'y insérer. Il en scrutait l'ombre pour tenter d'apprécier sa profondeur quand il crut y apercevoir un remuement. Une pierre roula à l'intérieur et un corps obstrua le faible espace noir. Quelques contorsions le libérèrent de l'étroit orifice et voici qu'un enfant, se tenant droit devant Robinson, le bras replié sur son front, pour se protéger de la lumière ou en prévision d'une gifle. Robinson recula, abasourdi. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là ?» lui demanda-t-il. « Je suis le mousse du Whitebird, » répondit l'enfant. « Je voulais m'enfuir de ce bateau, j'étais malheureux. Hier, pendant que je servais dans le carré, vous m'avez regardé avec bonté. Alors, quand j'ai entendu que vous ne partiez pas, j'ai décidé de me cacher dans l'île et de rester avec vous. Cette nuit, je m'étais glissé sur le pont et j'allais me mettre à l'eau pour essayer de nager jusqu'à la plage quand j'ai vu un homme abordé en pirogue. C'était votre métis serviteur. Il a repoussé du pied la pirogue et il est entré chez le second qui paraissait l'attendre. J'ai compris qu'il resterait à bord. Alors, j'ai nagé jusqu'à la pirogue et je me suis hissé dedans. Et j'ai pagayé jusqu'à la plage et je me suis caché dans les rochers. Maintenant, le Whitebird est parti sans moi. Conclut-il, avec une nuance de triomphe dans la voix. Viens avec moi, lui dit Robinson. Il prit l'enfant par la main et contournant les blocs, il commença à gravir la pente menant au sommet du piton rocheux qui dominait le chaos. Il s'arrêta à mi-chemin et le regarda.
les yeux verts aux cils blancs d'albinos, se tournèrent vers lui. Un pâle sourire les éclairait. Il ouvrit sa main et regarda la main qui y était blottie. Il eut le cœur serré de la trouver si mince, si faible, et pourtant labourée par tous les travaux du bord. « Je vais te montrer quelque chose, » dit-il, pour surmonter son émotion sans bien savoir lui-même à quoi il faisait allusion. L'île qui s'étendait à leurs pieds était en partie noyée dans la brume. Mais du côté du levant, le ciel gris devenait incandescent. Sur la plage, la yole et la pirogue commençaient à s'émouvoir, inégalement des sollicitations de la marée montante. Au nord, un point blanc fuyait vers l'horizon. Robinson tendit son bras dans sa direction. « Regarde-le bien, dit-il. Tu ne verras peut-être plus jamais cela. Un navire au large des côtes de Speranza. » Le point s'effaçait peu à peu. Enfin, le lointain l'absorba. C'est alors que le soleil lança ses premières flèches. Une cigale grinça, une mouette tournoya dans l'air et se laissa choir sur le miroir d'eau. Elle rebondit à sa surface et se leva à grands coups d'aile, un poisson d'argent en travers du bec. En un instant, le ciel devint céruléen. Les fleurs qui inclinaient vers l'ouest, leurs corolles closes, pivotèrent toutes ensemble sur leurs tiges, en écarquillant leurs pétales du côté du levant. Les oiseaux et les insectes emplirent l'espace d'un concert unanime. Robinson avait oublié l'enfant. Redressant sa haute taille, il faisait face à l'extase solaire avec une joie presque douloureuse. Le rayonnement qui l'enveloppait le lavait des souillures mortelles de la journée précédente et de la nuit. Un glaive de feu entrait en lui et transverbérait tout son être. Speranza se dégageait des voiles de la brume, vierge et intacte. En vérité, cette longue agonie, ce noir cauchemar, n'avait jamais eu lieu. L'éternité, en reprenant possession de lui, effaçait ce laps de temps sinistre et dérisoire. Une profonde inspiration l'emplit d'un sentiment d'assouvissement total. Sa poitrine bombait comme un bouclier d'airain. Ses jambes prenaient appui sur le roc, massives et inébranlables comme des colonnes. Le lumière fauve le revêtait d'une armure de jeunesse inaltérable et lui forgeait un masque de cuivre d'une régularité implacable où étincelaient des yeux de diamant. Enfin, l'astre-dieu déploya tout entière sa couleur de cheveux rouges dans des explosions de cymbales et des stridences de trompettes. Des reflets métalliques s'allumèrent sur la tête de l'enfant. « Comment t'appelles-tu » lui demanda Robinson. « Je m'appelle Yann Neljapaev. Je suis né en Estonie, » ajouta-t-il. « Désormais, lui dit Robinson, tu t'appelleras jeudi. C'est le jour de Jupiter, dieu du ciel. C'est aussi le dimanche des enfants. »